Bonjour aux membres du Cercle québécois des affaires internationales et à celles et ceux qui vont nous voir. Je m'appelle Nicolas Contessi et je suis le président du Cercle québécois des affaires internationales. Et j'ai le plaisir de vous convier à notre activité d'aujourd'hui dans laquelle nous nous interrogerons sur la remilitarisation des relations internationales. La guerre en Ukraine vient évidemment à l'esprit, mais en réalité, il s'agit d'un glissement qui a pris ses débuts bien avant, si on veut, peut-être dans les 2 dernières décennies. Et nous allons parler de tout ça avec notre invité, M. Marc Finot, qui est le chef de la section prolifération des armes au Centre de politique de sécurité de Genève. Peut-être plus connu par son acronyme, le GCSP. Alors, M. Finot est un ancien diplomate de carrière français qui a été détaché au GCSP entre 2004 et 2013, où il travaille désormais tant comme chercheur dans ce domaine de la prolifération que comme formateur pour des jeunes diplomates et officiers dans tous les domaines de la sécurité internationale et humaine. Au cours de sa carrière diplomatique, entre 1977 et 2004, il a été affecté à plusieurs postes bilatéraux en Union soviétique, en Pologne, en Israël et en Australie, ainsi qu'à des missions multilatérales telles que la CCE, la conférence sur le désarmement, l'ONU. Il est titulaire de master en droit international à Aix-Marseille et en sciences politiques à Sciences Po Paris. Il a aussi été collaborateur scientifique à l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement auprès du programme sur les armes de destruction massive. Alors, vous voyez, il s'agit certainement de quelqu'un de bien ancré dans son domaine et certainement l'une des meilleures personnes avec qui nous entretenir à ce sujet. Alors, M. Finot, j'ai préparé quelques questions, comme il disait. Grâce auxquelles je solliciterai vos propos. Et donc, par la suite, vous avez le temps de répondre. Donc, on a 7 questions de préparer. Alors, cela, si on veut rester à l'intérieur d'une heure, cela vous donne à peu près 7 ou 8 minutes pour chaque réponse. Alors, sans plus tarder, on peut commencer. Alors, les pays de l'OTAN s'apprêtent enfin à atteindre la cible de 2% du PIB pour le budget de la défense. Mais de leur côté, la Chine, les États-Unis, le Japon, l'Inde et la Russie se rangent déjà parmi les grands dépenseurs dans le domaine militaire. Alors, que signifient en fait ces gestes, les derniers gestes, disons, de la part de pays alliés, et quel sera son impact sur la politique internationale? Et ces gestes qui, évidemment, a lieu sur le fond de la guerre, puis de la polarisation, disons, grandissante de la politique internationale. Oui, d'abord, merci pour votre invitation, pour cette opportunité de discuter de ces questions d'actualité. Merci pour votre introduction. Alors, c'est vrai que quand on parle de militarisation, de remilitarisation des relations internationales, on a tendance à évidemment voir les choses très ponctuellement ou conjoncturellement en fonction de la guerre en Ukraine, mais en fait, c'est un processus qui est beaucoup plus long, qui est étendu sur le temps, qui est en fait paradoxalement lié à la fin de la guerre froide, puisqu'on a eu une phase évidemment de très forte
présence militaire en Europe des deux blocs. Puis, avec la fin de la guerre froide, la dissolution de l'Union soviétique au début des années 90, un phénomène, au contraire, de désarmement, d'abaissement des budgets militaires, des concentrations de forces, parce que c'était lié évidemment à la perception de la menace qui avait changé, qui avait diminué. Et puis, cela, évidemment, n'a pas suffi à mettre fin au conflit, non seulement en Europe, mais a fortiori dans le monde. Et donc, il y a toujours eu une pression pour encourager les États, les gouvernements à développer leurs capacités militaires, soit quantitativement, soit qualitativement. Et cette règle des 2% pour les pays de l'OTAN, bon, c'était un peu symbolique parce qu'on s'était aperçu effectivement que la plupart des pays européens, des pays de l'OTAN, à part les grandes puissances comme les États-Unis ou les puissances nucléaires européennes comme la Grande-Bretagne ou la France, avaient effectivement un effort de défense, un fardeau de défense qui tournait plutôt autour de 1%. Ce qui était un peu, encore une fois, le résultat de la moindre perception de la menace, aussi des besoins internes de développement d'économie et de la majorité de l'opinion en faveur plutôt de dépenses pacifiques plutôt que militaires. Et puis, alors, cette règle des 2%, il faut voir que c'est le résultat de très forte pression américaine sur les alliés européens. Il y a toujours eu un peu ce débat sur le fardeau, le partage du fardeau de la défense. Les États-Unis disant, écoutez, nous avons déployé des forces en Europe, nous vous protégeons par notre parapluie nucléaire, donc c'est normal que vous participiez aussi à la défense. Mais le principe même de l'OTAN, ce n'est pas une organisation à laquelle, alors c'est pas une organisation, contrairement à ce qu'on croit, ce que croyait par exemple le président Trump, ce n'est pas une organisation qui fonctionne sur le principe d'une mise en commun des moyens de défense. Chaque armée de chaque pays membre garde son autonomie et investit plus ou moins dans sa défense. Et donc, l'organisation elle-même, elle n'a pratiquement pas un budget, évidemment, de fonctionnement, mais elle n'a pas de force militaire propre qui serait le résultat d'une mise en commun des forces des pays membres. Donc, en fait, l'une des raisons principales de la pression américaine, c'était, compte tenu de la domination militaire et économique, industrielle américaine, c'était évidemment d'espérer que si les pays européens accroissaient leur budget de défense, achetaient des équipements, ils allaient acheter des équipements américains. Alors, on sait qu'il y a vraiment quelques pays européens qui produisent aussi de l'armement, la France, l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne. Donc, il y a toujours eu un peu cette concurrence. Et en fait, les États-Unis ont quand même largement bénéficié de cette domination, de la division, du manque de projets européens communs, et donc pratiquement se sont imposés comme le principal fournisseur d'armement de l'OTAN. Et donc, effectivement, plus on augmente la part du fardeau du budget de la défense, plus on a une chance d'importer des équipements américains. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, disons que le lobby, l'industrie de défense profite, essaie de trouver une nouvelle opportunité dans la nouvelle situation qui, évidemment, a accru la perception de la menace venant de la Russie et donc a amené la plupart des pays européens à augmenter leur budget militaire. D'accord, parfait. Et donc, et comment vous voyez la décision historique, on peut dire, de l'Allemagne alors de hausser son budget à 100 milliards par année pour la défense?
Oui, alors évidemment, Ça c'est prend, historique. pardon, Oui, ça prend du sens, disons, dans ce contexte-là, ou c'est peut-être une décision qui vient de plus loin aussi? alors c'est historique parce que traditionnellement, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, bon, l'Allemagne a été déjà soumise à un système de contrôle, hein, imposé par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, elle n'a pas le droit d'acquérir des armes de destruction massive, nucléaires, chimiques ou biologiques. Et son armement conventionnel a été aussi limité, contrôlé. Et elle-même, elle a accepté ces contraintes, un peu comme le prix à payer pour être réintégrée dans la communauté internationale, dans l'Union européenne, dans l'OTAN, et notamment, par exemple, en ne participant pas à des opérations extérieures, compte tenu de justement la mémoire historique, du rôle joué par l'Allemagne pendant la guerre. Donc ça, c'est un héritage très, très lourd et très actuel, donc qui a amené, je dirais, la société, l'opinion allemande, à adopter plutôt une attitude pacifiste et donc se satisfaire, se contenter évidemment d'être intégré dans un système de défense occidental avec le parapluie nucléaire américain, le stationnement d'armes nucléaires américaines sur le territoire allemand, mais en même temps donc, d'éviter de participer à un réarmement considérable. Alors, cette décision qui a été prise justement sous la pression des événements de la guerre en Ukraine, elle montre un basculement de l'opinion des partis politiques, même les socialistes, même les Verts, qui étaient plutôt pacifistes, sont en train de se ranger à cette opinion majoritaire. Alors, ensuite, reste à savoir comment cet argent va être utilisé. On voit mal l'Allemagne redevenir la principale puissance militaire en Europe. Elle reste soumise à ces contraintes héritées de la Deuxième Guerre mondiale. Elle n'a certainement pas envie d'aller jouer un rôle sur les théâtres extérieurs, mais elle va peut-être évidemment moderniser ses forces, investir dans des nouvelles technologies et on peut l'espérer aussi travailler avec les autres pays européens pour renforcer la contribution européenne à la défense et de l'Union européenne et de l'OTAN. Et donc, vous avez mentionné les lobbying, donc les intérêts économiques, évidemment. Et alors là, effectivement, on peut dire que tout nouvel équilibre se fonde sur une économie politique qui lui est propre. Euh, donc, évidemment aussi, disons, un retour du militarisme, entre guillemets, on peut dire. Mais ça aussi, ça doit avoir évidemment sa propre économie politique. Et donc, la question est-il possible de dresser un portrait des intérêts économiques qui se profilent derrière ces retours du militarisme, justement? Alors, il faut revenir un peu sur cette évolution. Hein. Depuis la fin de la guerre froide, on a vu cette phase de décroissance des budgets militaires. Et puis, en fait, depuis le début des années 2000, le processus inverse. L'augmentation des budgets militaires. Alors, évidemment, avec le principal acteur qui sont les États-Unis, qui représentent à peu près 40% des dépenses militaires mondiales, avec 5-6% de la population mondiale. Donc, c'est évidemment un acteur majeur, qui est aussi le premier producteur d'armement, qui est le premier exportateur d'armement. Et donc, ce qui a un peu dire, avec un phénomène de compétition entre pays industrialisés, même au sein des alliés, et aussi de compétition et de confrontation avec la Russie et la Chine, qui sont les autres puissances actives en matière de budget militaire, d'armement, d'exportation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette
tendance à l'augmentation des budgets, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, elle n'a pas été influencée, au contraire, par la crise de la pandémie. Elle avait été légèrement affectée en 2008 par la crise financière, mais bon, c'était, on peut dire conjoncturel parce qu'après 2010, c'était reparti à la hausse. Là, on pouvait s'imaginer qu'avec la pandémie, l'économie pratiquement à l'arrêt, la baisse même du revenu national, du PNB, on pouvait s'attendre à un impact sur les dépenses militaires. C'est exactement l'inverse. En 2020, lorsque le PNB mondial a été réduit de 4,4%, les dépenses militaires mondiales ont augmenté de 2,6%. Et puis ce phénomène s'est reproduit en 2021. Et là, on a vu même, on a dépassé une barre symbolique des 2000 milliards de dollars. Donc, encore une fois, dans un contexte de dépression économique liée à la pandémie, où quand même s'est posé la question des choix nationaux, des allocations de budget plutôt vers les besoins économiques, la santé, le bien-être, ou plutôt vers les besoins militaires. Et là, c'est un vrai problème qui reste posé. Quand on sait, par exemple, on compare le budget de l'Organisation mondiale de la santé, qui est de 9 milliards, à ces 2000 milliards, on voit le décalage énorme. Le budget des Nations Unies, y compris les forces de maintien de la paix, c'est 15 milliards. Donc, encore une fois, bien inférieur à 10% des dépenses militaires mondiales. Donc, c'est là où on doit quand même se poser des questions. Alors, on est observateur, on est expert, on décrit la situation, mais on peut aussi faire partie d'organisations, de plaidoyer en faveur justement d'un rééquilibrage et d'une meilleure allocation des dépenses mondiales. Et c'est là où clairement il y a toute cette influence du lobby militaro-industriel. C'est pas nouveau, hein, c'est déjà le président Eisenhower, en quittant la présidence en 1961, qui avait mis en garde contre ce lobby qui pouvait finalement aboutir à contrôler les gouvernements. Et on sait très bien ce qui se passe aux États-Unis, que ce soit le lobby de l'industrie lourde de défense ou les lobbies des armes, des petites armes. On voit bien le pouvoir qu'ils ont, les subventions qu'ils accordent aux membres du Congrès. Et donc, d'une certaine façon, c'est une forme de vénalité de la démocratie et qui certainement mérite au moins un débat dans les pays démocratiques. On voit ce qui se passe aussi en Europe ou dans les pays producteurs d'armement comme la France, où il y a maintenant un vrai débat sur la légitimité, non pas de la production d'armement, non pas même les exportations en général, mais le choix des destinataires. On sait que, par exemple, une partie des armes britanniques, françaises, allemandes sont allées vers l'Arabie saoudite ou les Émirats, alors qu'elles sont utilisées contre les civils au Yémen. Donc ça a été remis en cause. Il y a maintenant des recours judiciaires, des procès contre ces licences d'armes d'exportation pour des raisons politiques, humanitaires, juridiques, qui montrent qu'il y a quand même une prise de conscience de ce danger. Et comment se finance-t-il le commerce en armement? Alors, vous avez évidemment, encore une fois, c'est un très gros secteur. Si vous regardez, par exemple, l'aspect corruption, hein, vous avez un site qui s'appelle Transparency International, une ONG qui étudie justement tous les secteurs économiques sous l'angle de la corruption. Et le secteur de l'armement, c'est celui qui est tout à fait en tête, où 40% des transactions ont donné lieu à une forme de corruption, des pots de vin, des commissions occultes, etc. Il y a eu une tentative de moralisation de ce commerce avec des efforts de
l'OCDE, par exemple, qui a mis des normes anticorruption, des conventions des Nations Unies, le traité sur le commerce des armes aussi, qui fixe des normes assez élevées. Mais on voit bien que c'est un domaine qui est très profitable, donc qui rapporte beaucoup, qui donc donne lieu à ce genre de dérive. Après, vous avez évidemment des choix nationaux. C'est clair qu'un pays comme la France investit massivement avec évidemment l'argent du contribuable, hein, puisque c'est l'État qui finance, qui subventionne les industries souvent privées pour développer des programmes qui vont évidemment servir à l'armée française, parce que quand vous avez un programme comme l'avion Rafale, par exemple, ça met 20, 30 ans à être mis en place entre les premières conceptions et l'entrée en service des équipements. Et tout ceci, évidemment, on ne peut pas être amorti par l'industrie. Donc l'industrie a besoin de ces soutiens étatiques et des marchés extérieurs. C'est clair qu'aujourd'hui, la France, par exemple, est un petit marché pour l'industrie d'armement française. Elle a besoin donc d'exporter. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'un pays producteur peut devenir dépendant de ces marchés à l'exportation et donc être tenté d'être moins sélectif. À partir du moment où on a des clients qui sont solvables, eh bien, on va fermer les yeux sur l'utilisation de ces armes. Donc, c'est un marché quand même lucratif, qui est très lucratif, j'imagine. C'est quand même des montants importants qui sont en jeu. Les banques, disons, la finance, le monde de la finance, lui aussi, doit avoir probablement un intérêt dans tout ça. Bien sûr, il y a toujours une intrication, une interpénétration entre les milieux industriels et les milieux financiers. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a eu des initiatives de la société civile justement pour utiliser ce biais du financement pour aboutir à une auto-limitation justement de l'industrie de défense. Ça a commencé avec ces initiatives de la société civile après la fin de la guerre froide qui se sont concentrées sur des types d'armements qui étaient surtout utilisés dans les conflits internes, dans les guerres civiles, dans les pays en développement, en Afrique la plupart du temps, qui étaient les mines antipersonnelles et les armes à sous-munitions, des grosses bombes qui contiennent des petites bombes qui souvent n'explosent pas et donc continuent de tuer ou de blesser pendant des années, même après la fin des conflits. Donc, ces initiatives de la société civile ont cherché soit à faire interdire ces armes, c'est-à-dire convaincre les pays de signer des traités pour interdire complètement ces armes et les éliminer complètement. Donc ça, c'était le succès justement du Canada, de la Convention d'Ottawa sur les armes, sur les mines antipersonnelles, et ensuite la Convention d'Oslo sur les armes à sous-munitions. Mais en même temps, parallèlement, il y a eu des initiatives pour obtenir le désinvestissement, le définancement ou le boycott de la part des banques ou des fonds de pension dans cette industrie. Et là encore, ça a réussi. Il y a eu un grand succès de la part de ces mouvements finalement, qui ont convaincu l'industrie que c'était trop risqué financièrement d'investir dans ces armes. Et donc, pratiquement, leur production a cessé. On peut dire aujourd'hui qu'il n'y a plus qu'une poignée de pays dans le monde qui fabriquent ces armes, soit parce qu'elles sont subventionnées par l'État, comme en Chine, par exemple, soit parce que les gouvernements prennent ce risque. Mais quand on laisse jouer le marché, ce qui est le cas, par exemple, en Europe, aux États-Unis, il n'y a plus d'intérêt financier à investir dans ces armes, puisque la plupart des banques ou des fonds de pension refusent d'investir. Et c'est aussi ce qui a expliqué l'étape supérieure de ces organisations de la société civile pour obtenir le même résultat avec les armes nucléaires. Puisque, après tout, les armes nucléaires, elles sont aussi financées
puisqu'elles sont, en tout cas dans les pays occidentaux, fabriquées par des sociétés privées qui sont aussi financées par des banques, des fonds de pension. Et donc là, il y a eu de même, parallèlement, un effort pour obtenir un traité sur l'interdiction des armes nucléaires, mais il y a aussi parallèlement des efforts de plaidoyer pour le désinvestissement qui commencent à porter leurs fruits, puisque des grands fonds de pension japonais, belges, néerlandais ont commencé à réduire, à supprimer leur financement de ces industries-là, qui fabriquent des armes nucléaires qui sont considérées comme illégales d'après le nouveau traité. Et si on pense à la guerre en Ukraine, bien sûr, au-delà de la médiatisation, si on veut, de la tragédie, en fait, aussi humaine qu'on observe à chaque jour depuis quelque temps. Mais si on pense ça d'un point de vue strictement lié au commerce des armements, à la prolifération, quel type de réseaux sont à l'œuvre dans ces théâtres à votre connaissance? Alors, c'est une bonne question parce que là encore, ces questions existent depuis assez longtemps, et notamment depuis la fin de la guerre froide, depuis la fin de l'Union soviétique, où l'Ukraine avait hérité de quantités colossales d'armes. Alors, là aussi, il y a eu un traité de désarmement, le traité sur les forces conventionnelles en Europe, au début des années 90, qui a abouti à une destruction massive de ces armements, mais aussi une partie a été recyclée. Donc, des armes, surtout les armes légères de petit calibre, comme les Kalachnikov ou des petits véhicules blindés, des petits canons d'artillerie, etc., qui ont été recyclés, qui se sont retrouvés dans d'autres théâtres de conflits, au Moyen-Orient, en Afrique. Donc ça, c'est un premier problème, c'est le manque de contrôle sur ces risques de prolifération. Alors, parfois involontaire, c'est-à-dire que de la part du gouvernement, par exemple, le gouvernement ukrainien a conclu des accords avec plusieurs pays africains ou asiatiques pour livrer officiellement ces armes. Et le problème, c'est après que dans la chaîne de livraison, il y a ce qu'on appelle le phénomène du détournement, c'est-à-dire que ces armes sont soit volées, soit pillées, des phénomènes de corruption, et elles se retrouvent entre les mains d'utilisateurs non autorisés, en tout cas qui ne sont pas connus ou autorisés par l'exportateur. Et donc ça, malheureusement, c'est un phénomène qui s'est répété dans beaucoup de cas, à partir de pays comme l'Ukraine, les anciennes républiques yougoslaves, enfin bon. Et donc, une partie de la prolifération des armes qu'on retrouve aujourd'hui dans le monde entier, y compris en Europe, des armes qui sont utilisées par les groupes terroristes pour des attentats à Paris ou à Madrid ou à Londres, viennent malheureusement de cette source-là de prolifération. Ensuite, vous avez le phénomène plus récent qui est lié à la guerre, qui est même déjà qui a commencé avec l'invasion de la Crimée en 2014, où des pays occidentaux veulent apporter leur soutien à l'Ukraine pour qu'elle se défende contre l'agression russe. Et c'est là où on voit maintenant se déverser des tonnes d'armements qui répondent évidemment aux besoins immédiats de défense de l'Ukraine, mais compte tenu d'un système qui n'était pas déjà très efficace pour le contrôle et des risques de détournement, des risques de captation de ces armes par des groupes criminels ou terroristes. Donc, ce risque-là est accru aujourd'hui puisque les quantités d'armement ont été accrues. Alors, il y a un autre aspect qui est évidemment lié à la relation avec la Russie. On voit bien que la Russie a menacé les pays de l'OTAN de riposte au cas où ces pays livreraient des armes que la Russie jugerait
déstabilisantes pouvant atteindre le territoire russe ou menacer les forces russes. Donc, tout ça, on est dans cette phase un peu d'instabilité, d'incertitude. On ne sait pas jusqu'à quel point les Occidentaux vont aller dans leur livraison d'armes et on ne sait pas jusqu'à quel point la Russie va réagir aux livraisons actuelles avec ce risque donc d'escalade militaire. Et du côté russe, sinon, vous avez des renseignements, des informations à ce sujet aussi? Bon, la Russie, encore une fois, est une des principales puissances militaires, la première puissance militaire, une des principales puissances en termes de budget militaire, mais là encore, il faut aussi garder le sens des proportions. Le budget militaire russe, c'est 10% du budget américain, même si on considère que c'est une armée très puissante, mais elle a démontré qu'elle n'était pas aussi puissante qu'on le croyait. Mais c'est aussi le deuxième exportateur d'armement dans le monde, plutôt vers les pays pauvres, parce que c'est un armement qui n'est pas toujours de très haute technologie. Et donc, c'est un acteur, évidemment, qui est actif dans cette compétition, dans cette concurrence avec les autres pays, les grandes puissances militaires ou les autres pays exportateurs. Alors, en Ukraine, on ne peut pas dire que ce soit un grand succès militaire jusqu'à présent, parce qu'elle a utilisé des armes qui sont peut-être un peu obsolètes, qui ne sont pas faites pour ce type de combat, d'action rapide. Donc, il y a des problèmes de planification, d'approvisionnement. On voit bien qu'il y a eu vraiment une manque de préparation. Mais en même temps, c'est une forme d'exposition, de vitrine des nouvelles technologies. Et donc là, la Russie en a profité pour faire un grand renfort de publicité à ces nouvelles formes d'armement, comme les missiles hypersoniques, certaines armes laser. Bon, mais là encore, on voit bien que ça n'est pas suffisant pour renverser la tendance, pour gagner la guerre, en tout cas aussi rapidement qu'espéré. Mais c'est clair que c'est une forme de message aussi aux Occidentaux pour dire, voyez, nous avons des capacités, il y a eu des manœuvres, des menaces voilées d'utilisation de ces armes contre les pays de l'OTAN. Qui ne font pas toujours sens. Hein. C'est clair que quand on voit les émissions de la télévision de Moscou avec des cartes montrant des tirs de missiles intercontinentaux à partir de Kaliningrad, alors que Kaliningrad n'a pas de site de missiles intercontinentaux, que ces missiles nouvelle génération Sarmat ne sont pas encore en service et qui sont destinés par définition, à des tirs intercontinentaux, donc plutôt pour viser le territoire des États-Unis, alors que là, ces cartes montrent des tirs sur les capitales européennes qui seraient détruites en 200 secondes. Bon, tout ça, c'est de la propagande qui ne repose sur aucune base sérieuse, qui n'est pas crédible, mais ça alimente évidemment cette espèce de crainte, de terreur hein, que la Russie veut inspirer aussi bien en Ukraine que dans les pays occidentaux. Et donc, le retour au langage de la dissuasion nucléaire soulève en fait justement de plus en plus de craintes et de préoccupations tant dans la société civile que au moins dans leurs propos, dans les leaders aussi. Ouais. Alors, ce dérapage est-il le résultat du retrait du traité ABM par les États-Unis de l'ère Bush ou il a des raisons plus profondes en fait? Alors, vous avez raison de souligner, de faire référence à cet événement, le retrait du traité ABM. Et on peut rajouter après le traité FNI par Trump. Mais en tout cas, c'était deux éléments importants de l'architecture de ce qu'on appelle la stabilité stratégique entre les deux principales puissances nucléaires et qui profitaient aussi à l'Europe parce que ça évitait justement, ça limitait le risque de conflit nucléaire en Europe. Alors,
le résultat, effectivement, de ces actions, ça a été d'aggraver la course aux armements, qui n'a jamais vraiment cessé, puisqu'il y a toujours eu un peu cette concurrence, même si elle était encadrée par les accords bilatéraux. Il y a toujours eu de part et d'autre une volonté d'essayer de gagner des avantages. Et le fait d'avoir supprimé les limites au système défensif et donc avoir non pas être allé jusqu'à ce que Reagan espérait mettre en place le fameux bouclier, la guerre des étoiles, donc ça, ce qui n'était pas réaliste, mais des systèmes intermédiaires ont été mis en place par les États-Unis pour protéger le territoire américain, mais aussi le territoire européen, donc un système déployé dans les pays de l'OTAN. Donc ça a alimenté la crainte, la paranoïa initialement soviétique, puis russe, que les États-Unis se préparaient à une première frappe contre le système dissuasif russe, c'est-à-dire décapiter les silos de missiles et rendre beaucoup plus difficile une riposte équivalente ou proportionnée de la part de la Russie. Alors, toute la dissuasion, justement, de l'équilibre de la terreur reposait sur cette capacité de riposte qui devait donc décourager une première frappe. Donc, la mise en place et la sophistication des systèmes défensifs a incité la Russie à réagir principalement de deux façons. Premièrement, en multipliant les ogives sur les missiles, ce qu'on appelle le système MIRV, c'est-à-dire sur des gros missiles, on peut déployer plusieurs têtes nucléaires qui, lorsque le missile sera tiré, auront plus de chances statistiques d'atteindre leur cible et d'éviter les interceptions, les systèmes défensifs. Et la deuxième réaction, c'était d'investir, de refaire des recherches pour déployer les missiles hypersoniques qui sont intéressants pas seulement par leur vitesse, plusieurs fois la vitesse du son, parce que même les missiles balistiques peuvent atteindre cette vitesse dans leur phase descendante, mais qui sont surtout manœuvrables, comme des missiles de croisière, qui donc peuvent échapper là aussi aux interceptions et aux tirs de missiles défensifs, et donc atteindre leur cible pratiquement de manière garantie. Donc, on est dans cette course aux armements depuis les débuts des années 2000, et ça ne fait que s'aggraver, parce qu'à chaque fois qu'une partie fait un pas vers l'autre, en pensant gagner un avantage, l'autre essaie de revenir sur cet avantage et aller de l'avant. Donc voilà, on est dans cette situation-là. Et donc ça remet complètement en cause les principes mêmes, ce qu'on appelle la grammaire de la dissuasion, qui est d'ailleurs d'avoir un système purement défensif, avec une vulnérabilité acceptée d'une riposte en cas de première frappe. Et aujourd'hui, on voit que la Russie a complètement retourné sur sa tête, si on veut, ce principe en utilisant la menace nucléaire pour obtenir l'impunité dans son agression face à un pays non nucléaire. Et c'est ça qui est évidemment très dangereux. Non pas qu'il y ait un risque immédiat d'emploi d'armes nucléaires contre l'Ukraine, parce que ça serait même contraire à la doctrine russe. Il n'y a pas de menace directe de l'Ukraine contre l'existence même de la Russie, mais parce que ce cycle de risques, enfin de menaces associées au déploiement d'armes dites non stratégiques, donc pouvant être utilisées plus facilement dans des théâtres de combat à moyenne portée, à faible pouvoir destructeur, mais qui est toujours au moins équivalent à celui d'Hiroshima, ceci conjugué aux nouveaux risques technologiques de pénétration par des pirates informatiques, par exemple, ou on voit bien le chaos qui peut régner aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, donc des systèmes de commandement et contrôle qui peuvent être très vulnérables et donc qui peuvent conduire à des escalades incontrôlées, involontaires,
accidentelle, non autorisée. Et donc, c'est ça qui crée vraiment le nouveau risque et qui sort complètement de la logique de la dissuasion. Et donc, quel est l'essor, d'après vous, des relations pacifiques entre les États, notamment les relations commerciales, alors que le monde se dirige vers un militarisme accru? C'est vraiment la fin de la mondialisation? Alors, on voit en fait les effets d'un conflit, même s'il est relativement localisé, sur l'économie mondiale. La crise énergétique, la crise alimentaire, le manque de confiance, donc l'effondrement des systèmes de gouvernance, le Conseil de sécurité paralysé, les négociations sur le contrôle des armements complètement aussi paralysées. Et donc, voilà, on est dans une phase de transition très, très dangereuse, d'incertitude, de risque d'escalade vers une guerre totale. Et donc, il y a effectivement urgence à en sortir de cette phase. C'est clair que aujourd'hui, ce qui est le plus difficile, c'est d'imaginer une sorte de retour à la normale, comme si de rien n'était. Donc, c'est clair que tout le système international de gouvernance, de sécurité doit être revu, doit être remis à plat, parce qu'on ne peut pas continuer à tolérer ce genre de comportement agressif de la part d'une puissance parce qu'elle a des armes nucléaires qui peut se permettre n'importe quoi pour défendre, soi-disant, ses intérêts. Donc là, c'est un vrai dilemme. D'un côté, on ne peut pas retourner au business as usual, mais en même temps, on sait qu'on a un besoin urgent d'éviter l'aggravation, l'escalade, la crise, et donc il faut quand même trouver un moyen de négociation, de dialogue. C'est pas facile. Bon, il faut garder des canaux de communication, parfois discrets, ou envoyer des signaux plutôt de désescalade, d'apaisement. Bon, pour la suite, après, évidemment, aujourd'hui, c'est encore un peu l'inconnu parce que on sait très bien que on ne pourra pas revenir en arrière et revenir, comme je disais, au statu quo ante, et comme si de rien n'était. Mais en même temps, on voit bien que justement, quand on parle de risque de guerre mondiale, aujourd'hui, ce n'est pas réaliste parce qu'il n'y a pas une seule enfin, une ou deux coalitions qui s'affrontent. C'est la Russie contre l'Ukraine et l'OTAN, avec quelques pays alliés comme le Japon, l'Australie, le Canada qui soutiennent. Mais le reste du monde ne veut pas entrer dans ce conflit parce qu'il a des intérêts directs vis-à-vis de la Russie en termes justement d'importation d'armes ou de céréales, des investissements. Énergie. Oui, énergie. Et donc tout ça montre bien que c'est pas aussi simple. Et donc reconstruire une économie globalisée fonctionnant de manière harmonieuse sur la base d'un système coopératif, c'est une nécessité, c'est un impératif pour faire face à tous ces défis globaux, pas seulement de sécurité militaire, mais aussi climatique, alimentaire, énergétique et autres, puisqu'on sait que ces défis globaux ne pourront être réglés que globalement, multilatéralement. Et en même temps, on voit que c'est cette confrontation entre grandes puissances, qui est une forme de subsistance, de persistance d'un monde ancien dont on a besoin de sortir, que ces deux mondes coexistent et donc rend encore plus difficile cette remise à plat du système mondial. Et enfin, pour conclure,
les avancées techniques dans le secteur des armements dont nous sommes témoins désormais sont dignes vraiment d'un roman de science-fiction quasiment. Vous avez mentionné les missiles hypersoniques, les drones, les canons laser, les canons électriques aussi, et plus. Mais que viendra après? Oui, alors justement, comme toujours dans ce domaine, l'imagination, l'ingénuité humaine est sans limite. On a vu ça dans toute l'histoire de l'humanité. On a heureusement parfois réussi à poser des limites, hein, des bornes à certaines de ces technologies pour des raisons soit purement militaires, parce que c'est finalement des technologies qui étaient dépassées par des nouvelles technologies. Et c'est pourquoi, par exemple, quand on entend dire qu'on ne peut pas envisager le désarmement nucléaire parce qu'on ne peut pas désinventer l'arme nucléaire, c'est absurde puisqu'on on peut pas désinventer la marine à voile ou les lampes à pétrole, mais évidemment, c'est des technologies complètement dépassées. Donc, il faut aussi savoir se projeter dans l'avenir. Mais aussi pour des raisons humanitaires, tout simplement parce que, heureusement, on a, au fil des années, des siècles, mis au point ce corps de droit international qui est devenu un patrimoine de l'humanité pour protéger les civils, les non-combattants en cas de conflit armé, et que ça nous a justement amené à interdire, et encore une fois, un des paradoxes ou des ironies de l'histoire, c'est que la Russie avait joué un rôle historique en lançant ce processus au XIXe siècle, en aboutissant, à l'initiative du tsar Nicolas II, aboutissant à des déclarations, des conventions qui ont interdit certaines armes qui étaient jugées inhumaines, qui causaient des maux superflus et qui n'avaient pas d'utilité militaire. Et donc, aujourd'hui, on a cet acquis qui aboutit aussi à interdire les armes nucléaires parce qu'elles ne peuvent pas être utilisées dans le respect du droit humanitaire, en séparant, en distinguant les civils des militaires, en évitant les dommages collatéraux, en respectant le principe de précaution, d'humanité, etc. Donc, ça, c'est quelque chose auquel on ne doit pas renoncer, qu'il faut au contraire développer, promouvoir, faire respecter. C'est l'obligation de tous les États, de tous les gouvernements. Et on peut aussi l'appliquer au besoin en adoptant des nouvelles normes adaptées aux nouvelles technologies, comme par exemple sur les systèmes létaux autonomes, les robots tueurs, qui ne peuvent pas normalement pouvoir distinguer entre les cibles civiles ou militaires, ou la cyberguerre, par exemple, qui est une autre forme d'armement non cinétique, c'est-à-dire qu'on ne va pas directement toucher des personnes, des individus ou des bâtiments, des infrastructures, mais on peut détruire des systèmes informatiques qui aboutissent au même résultat, c'est-à-dire que si un hôpital est privé de son électricité, les gens vont mourir, ou de même pour les systèmes de contrôle de l'aviation, etc. Donc, c'est là où il faut continuer ces efforts, et la société civile est active pour justement développer ces normes ou les faire appliquer pour que même si l'industrie d'armement développe des nouvelles technologies, de nouveaux types d'armement, ils ne puissent pas être utilisés de manière contraire à ces normes internationales. Et on est, arrivé par cela à la fin de notre entretien. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Finot, pour avoir partagé vos propos très éclairés à ce sujet. Et bonne continuation. Merci à vous pour l'invitation. C'était un plaisir. Merci beaucoup.